La veille de la réunion de famille chez le notaire de feu mon père, j'ai discrètement bloqué mes 1,8 million d'euros d'héritage dans une fiducie irrévocable. La salle de réunion de maître Didier Morel sentait la vieille moquette et ce genre de café qui macère sur une plaque chauffante depuis l'ère Mitterrand. Laurence est entrée à 10h03, portant un blazer crème et un sourire qui lui demandait visiblement plus d'effort que sa tenue. Vincent était derrière elle, polo rentré dans un pantalon chino, ceinture tendue au maximum, la main déjà tendue vers Didier comme s'ils étaient de vieux partenaires de golf. Ce n'était pas le cas. Derrière eux, un homme que je n'avais jamais vu a posé un porte-documents en cuir sur la table et s'est présenté comme leur avocat. Leur avocat. Pour une réunion concernant le testament de mon père. J'étais assise en face d'eux, les mains croisées sur la table, le visage composé dans une expression que j'espérais être d'une neutralité polie. Laurence a dit bonjour. Vincent a dit bonjour. Leur avocat a dit bonjour. J'ai dit bonjour. Nous étions tous si polis qu'on aurait cru que quelqu'un allait recevoir un prix du Rotary Club. Pas une claque à 1,8 million d'euros. Puis Didier a lu la clause en question, et le sourire de Laurence n'est pas simplement tombé. Il s'est évaporé comme une flaque d'eau en plein mois d'août. L'intégralité du patrimoine, a dit Didier en ajustant ses lunettes de lecture, a été transférée dans une fiducie irrévocable le 23 avril. Le silence s'est fait si lourd que je pouvais entendre le moteur du gros pick-up Volkswagen Amarok de location de Vincent cliqueter sur le parking. Mais j'anticipe. Laissez-moi revenir au mois de février. Mon père, Laurent Dubois, est mort un mardi. Le 6 février. Cancer du pancréas diagnostiqué en juillet, foudroyé en 7 mois. Il avait 72 ans et avait encore de la sueur sur les tapis de sol de son utilitaire, vestige de l'atelier de menuiserie qu'il tenait dans son garage depuis 30 ans. Cet homme fabriquait des chaises à bascule, des planches à découper, des boîtes à bijoux, tout ce qui avait des jointures et du grain. Il a travaillé pour EDF pendant 34 ans en tant qu'ingénieur électricien. Et je suis presque sûre qu'il préférait le bois aux fils électriques. Les funérailles ont eu lieu le samedi 10 dans une église de Saint-Priest, en banlieue lyonnaise. La moitié de la ville est venue. L'autre moitié a envoyé des gratins. Il y a une formule pour le deuil, et elle implique environ un gratin par décennie vécue par le défunt. On en a donc eu environ 7. Plus une tarte aux pommes que personne n'a revendiqué, ce qui, d'après mon expérience, signifie qu'elle venait de chez Auchan. À la réception, mon amie Karine m'a attrapé le coude près du percolateur à café. Karine et moi travaillons ensemble au CHU Édouard Herriot depuis 6 ans. Elle gère la logistique des infirmières. Je gère les achats et l'approvisionnement. À nous deux, nous évitons à cet hôpital de manquer de tout, des tubulures de perfusion aux patients. Ambre, a-elle dit, sans baisser la voix. Karine ne s'est pas chuchotée. Ta mère a amené cet homme à l'enterrement de ton père. Elle parlait de Vincent. Il se tenait près du registre de condoléances dans une veste de costume qui lui allait comme s'il l'avait emprunté, ce qui était probablement le cas, signant son nom comme s'il était à sa place. C'est son mari, ai-je répondu. Ça fait 11 ans qu'il est son mari. Et ton père n'a pas pu le supporter pendant 10 ans et demi. Tu le sais. Je le savais. Mon père n'était pas un homme qui disait des choses méchantes. Il arrêtait simplement de parler quand Vincent entrait dans une pièce. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle opinion. Mon oncle Claude m'a trouvé plus tard près du parking. Claude est le petit frère de mon père. 68 ans, semi-retraité, vit à Vienne, prononce environ 14 mots par conversation et pèse chacun d'entre eux. Ambre, a-t-il dit en posant sa main sur mon épaule. Ton père a tout préparé, n'est-ce pas? Didier a les papiers. Ne laisse personne réorganiser ce qu'il a construit. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Ta mère pose déjà des questions. Ma mère, Laurence Chaland, a épousé Laurent Dubois, a quitté Laurent Dubois quand j'avais 14 ans, a gardé son nom de jeune fille, a épousé Vincent Planchon. Et est devenue une femme qui envoie des cartes d'anniversaire avec des chèques qui sont rejetés environ 40% du temps. Elle avait déménagé à Givors avec Vincent et leur fille Chloé, ma demi-sœur de 22 ans, qui termine ses études d'ergothérapie à l'université Grenoble-Alpes. Chloé.
J'adore Chloé. C'est la seule chose positive qui soit ressortie de ce second mariage. Le reste a été une masterclass sur la façon de regarder un homme dépenser de l'argent qu'il n'a pas, avec une confiance qu'il ne mérite pas. Je suis rentrée chez moi ce soir-là dans ma Peugeot 3008 de 2019, celle avec la bosse sur l'aile arrière causée par un chariot de course fou au carrefour du boulevard Pinel. Ça fait 2 ans que je me dis que je dois la réparer. À ce stade, la bosse et moi avons un accord tacite. La maison était calme. Je me suis fait du thé. Je me suis assise au comptoir de la cuisine et j'ai ouvert le dossier que Maître Morel m'avait remis après la cérémonie. Patrimoine total, 1 800 600 €. J'ai lu ce chiffre 3 fois. Mon père, l'homme qui découpait des bons de réduction pour Leroy Merlin et conduisait le même utilitaire Renault Kangoo depuis 19 ans, avait discrètement bâti un patrimoine d'une valeur de 1,8 million d'euros. Une assurance vie chez AXA, un plan d'épargne retraite au Crédit Agricole qu'il avait alimenté à chaque paie pendant 3 décennies, et le produit de la vente de la maison de Saint-Priest. Il m'avait tout laissé. Et je savais déjà, assise là avec mon thé qui refroidissait, que ma mère allait essayer de mettre la main dessus. Février a été un tourbillon de paperasse et de cette fatigue spécifique où l'on est trop fatigué pour pleurer, mais trop triste pour dormir, alors on réorganise des trucs. J'ai réorganisé mon placard à linge 2 fois. J'ai réorganisé mon tiroir à épices. J'ai classé mes boîtes de conserve par ordre alphabétique, une chose dont je ne me savais pas capable jusqu'à ce que le deuil m'en donne la force. Maître Morel a déposé les documents de succession le 22. Procédure standard, a-t-il dit. Le testament est clair, les bénéficiaires sont clairs, ça ne devrait pas être compliqué. Il a prononcé ce devrait avec une insistance qui m'a fait comprendre qu'il faisait ce métier depuis assez longtemps pour savoir que les familles rendent tout compliqué. Surtout celle qui sourit le plus aux enterrements. Le premier signe est apparu le samedi 2 mars. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon père à Saint-Priest pour commencer à trier ses affaires. La maison était déjà vendue, avec une signature prévue en septembre, mais le contenu m'appartenait et je devais faire le tri. J'ai commencé par le garage, et je me suis arrêtée au garage. Le panneau perforé sur le mur du fond, celui que mon père avait organisé avec la précision d'un homme qui pensait que chaque ciseau à bois méritait son propre crochet, était à moitié vide. Il ne restait que les contours dessinés dans la poussière là où les outils étaient accrochés. L'établi était là, mais la scie sur table festoule avait disparu. La scie à ruban Lurem, disparue. Sa défonceuse Bosch, celle qu'il avait commandée dans un catalogue spécialisé en 2016 parce que les magasins locaux n'avaient pas le modèle qu'ils voulaient, disparue. Je suis restée là pendant 3 bonnes minutes, à fixer les crochets vides. Mon père avait plus d'outils que certains magasins de bricolage. Il avait un système avec une étiqueteuse pour chaque tiroir. Et là, la moitié de l'atelier donnait l'impression que quelqu'un était passé avec un diable et une camionnette. Ce qui, comme je l'ai découvert plus tard, était exactement ce qui s'était passé. Mais je ne le savais pas encore. Pas avec certitude. Ce que je savais, c'est que j'avais l'impression d'avoir avalé une poignée de gravier. Mes mains étaient glacées et j'étais debout dans le garage de mon père mort, en train de faire des calculs que je n'avais pas envie de faire. J'ai appelé Claude sur le chemin du retour. Certains outils de papa manquent dans l'atelier. Silence. Puis, combien? Beaucoup. La scie sur table. La scie à ruban. Peut-être plus. Je dois vérifier avec sa liste d'inventaire. Ton père tenait une liste d'inventaire? Claude, c'est de papa qu'on parle. Bien sûr qu'il tenait une liste. Nouveau silence. Puis, doucement, Vincent est passé plusieurs fois en janvier. Il a dit qu'il aidait à ranger. Aider à ranger. C'est ça. De la même façon qu'un raton laveur aide à ranger vos poubelles. La même semaine, Chloé m'a appelé. Pas pour parler d'outils, ni d'argent, juste pour prendre des nouvelles. Elle fait ça. Elle a 22 ans et possède plus d'intelligence émotionnelle que ses 2 parents réunis, ce qui est soit un miracle, soit une anomalie statistique. Je ne sais pas trop. Comment tu vas, Ambre? Vraiment? Ça va. Fatiguée. Maman a dit qu'elle voulait t'aider avec la maison de papy.
Pour la vider et tout ça. Je parie que oui, ai-je pensé. C'est gentil de sa part. Mais je gère. Elle a aussi parlé d'une réunion, pour la succession. Voilà. Le mot « réunion » flottant dans la bouche de ma sœur de 22 ans comme un ballon d'essai lancé depuis Givors. Il n'y a pas besoin de réunion, Chloé. Le testament de papa est très simple. D'accord, c'est juste que... Elle n'arrête pas d'en parler. Je ne comprends pas trop tous ces trucs légaux. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tes frais de scolarité sont assurés. Je te le promets. Et je le pensais. Quoi qu'il arrive, quoi que Laurence et Vincent soient en train de mijoter dans cette maison dont ils avaient 3 mois de retard sur le prêt immobilier, les études de Chloé ne seraient pas des dommages collatéraux. Mais voilà le truc avec Vincent. Cet homme a un talent. Pas pour la pose de carrelage, ses avis sur Google sont un film d'horreur, 2,4 étoiles et l'un d'eux dit juste « plus jamais » en majuscule, sans autre explication. Non, le talent de Vincent, c'est d'évoluer dans l'espace des autres comme s'il y était chez lui. Il avait répondu au téléphone portable de mon père 2 jours après l'enterrement. Il a juste décroché et dit « Maison du Bois ». Comme s'il était le majordome. Comme s'il était l'héritier. Comme si le téléphone de Laurent était devenu un bien commun juste parce que Vincent se trouvait près du chargeur. Je n'avais rien dit sur le coup. J'aurais dû. Mais le deuil vous rend poli de manière qui, plus tard, vous rende furieux. Le samedi 9 mars, j'étais assise à la table de ma cuisine avec une pile de relevés financiers de Laurent, ceux que Maître Morel avait fait débloquer du coffre-fort, et un bloc-notes jaune. Quand vous passez 8 heures par jour à rapprocher des bons de commande pour la chaîne d'approvisionnement d'un hôpital, vous lisez les relevés bancaires différemment de la plupart des gens. Vous ne les survolez pas, vous analysez chaque ligne. Ce n'est pas une compétence que je pensais utiliser un jour sur l'historique de carte Visa de mon père décédé. Mais la vie est pleine de surprises, la plupart étant terribles. Laurent avait une carte Visa premier. Il l'utilisait pour l'essence, pour Castorama, pour un dîner occasionnel à la brasserie Georges. Prévisible, modeste. L'homme dépensait en moyenne 340 € par mois depuis 6 ans. Je le sais parce que je l'ai calculé. Je vous l'ai dit, je suis méthodique. Puis septembre 2023 est arrivé. De septembre à janvier, les 5 mois où mon père était en soins palliatifs, les dépenses de la carte Visa ont bondi à une moyenne de 2 480 € par mois. Total, 12 400 €. 4 200 € chez Castorama. Pas le Castorama près de chez mon père. Celui de Givors, près de la maison de Vincent. 1 900 € chez Terre et Eau, le magasin d'articles de chasse et pêche. Une seule transaction. Le 17 novembre. 11 jours avant la mort de mon père. Pendant que Laurent était allongé dans un lit médicalisé dans son propre salon, sous perfusion de morphine, Vincent Planchon était chez Terre et Eau en train de dépenser 1 900 € pour quoi? Une canne à pêche en platine? Un kayak pour son ego? 2 800 € dans divers restaurants. Courte paille, Hippopotamus, Buffalo Grill. Pas une fois, pas 2 fois. 14 additions distinctes. Cet homme dînait au restaurant avec la carte de crédit d'un mourant comme s'il s'agissait d'un programme de fidélité. 3 500 € chez des fournisseurs de matériaux de construction. Des entreprises qui correspondaient aux fournisseurs listés sur les factures de Planchon Carrelage et Pierre. Il finançait son entreprise en faillite avec la carte Visa de mon père. J'ai posé les relevés. J'ai pris ma tasse de thé. J'ai reposé le thé parce que mes mains tremblaient, et qu'une camomille mérite mieux que d'être renversée par la rage. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne pas les avoir confrontés tout de suite? Parce que je n'avais pas encore la preuve de l'intention. J'avais des factures. Des factures, ça s'explique. Oh, Laurent m'a demandé d'acheter du matériel. Oh, je me suis trompé de carte par accident. Le soupçon, ce n'est que de l'anxiété qui porte un chapeau de détective. Il me fallait quelque chose que Vincent ne pourrait pas justifier. Et j'allais l'obtenir. Mais d'abord, une petite pause. Si vous m'écoutez encore, vous êtes mon genre de personne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Ça représente beaucoup pour moi. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument tout, et je vous jure que certains d'entre vous écoutent à 3 heures du matin, ce qui me rassure honnêtement sur mes propres choix de vie. Bref, revenons à l'histoire. Le 16, j'ai trouvé. Je ne cherchais même pas. J'étais sur le Bon Coin, que j'utilise environ une fois par mois, généralement pour voir si Karine n'a pas revendu une autre babiole vintage, ce qu'elle fait avec une détermination alarmante. Et l'algorithme, dans son infinie et parfois utile sagesse, m'a montré une annonce, si sur table Festool 10 pouces, comme neuve. 1800 €. La photo était celle de la scie de mon père. J'ai reconnu les raflures sur le rail de guidage là où il avait fait tomber un serre-joint en 2019. L'annonce avait été publiée par Vincent Planchon, Givors, Rhône-Alpes. Comme neuve. Mon père avait acheté cette scie en 2017 pour 3200 €. Il l'entretenait chaque semaine. Il cirait la surface de la table avec de la cire d'abeille tous les 2 mois. Je l'avais vu faire. Et cet homme incapable de gérer une entreprise de carrelage sans accumuler 341 000 € de dette auprès de l'URSSAF et des impôts, l'avait mise en vente, comme neuve avec un emoji clin d'œil. J'ai fait des captures d'écran de tout. L'annonce de la scie Festool. Puis j'ai cherché sur son profil et j'en ai trouvé 5 autres. La scie à ruban Lurem, 900 €. La défonceuse Bosch, 450 €. Un lot de rabots à main Lee Nielsen, 400 €. J'ai failli m'étouffer. Ils valent plus de 1200 € neufs. Une perceuse à colonne, 380 €. Et une boîte de ciseaux à bois Narex, 270 €. Valeur totale de remplacement des outils de mon père, environ 14 800 €. Ce que Vincent en a réellement tiré sur le Bon Coin ? Peut-être 5 000 €. Il a vendu l'atelier d'un mort avec 65% de perte parce qu'il n'avait même pas pris la peine de chercher sur Google ce qu'était un rabot Lee Nielsen. J'ai sauvegardé chaque annonce, chaque capture d'écran, chaque horodatage. Le truc avec les chiffres, c'est qu'ils n'ont pas d'opinion. Les gens ont des opinions. Les chiffres, eux, se contentent d'être là. Et ces chiffres étaient là, en train de me raconter l'histoire très claire d'un homme qui voyait la maladie et la mort de mon père non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité de liquidation. J'ai ouvert un nouveau fichier Excel. Je l'ai nommé « Dossier de protection de succession ». J'ai entré les frais de carte de crédit dans un onglet et les annonces Le Bon Coin dans un autre. Colonne A, article. Colonne B, valeur. Colonne C, date. Colonne D, source de la preuve. Laurence a appelé ce soir-là. J'ai laissé sonner 4 fois. Pas pour reprendre mes esprits, mais parce que je sauvegardais une capture d'écran et que je mets un point d'honneur à terminer ce que je commence. Ambre, chérie. Je pense qu'on devrait s'asseoir en famille et discuter de la succession de ton père. Qu'est-ce qu'il y a à discuter ? Eh bien, Vincent et moi pensions. Toi et Vincent. Oui. Nous pensions qu'il serait intelligent de restructurer une partie de cet argent pour la famille. Restructurer. Quel mot ? Restructurer, c'est ce que font les entreprises avant de licencier des gens. Restructurer, c'est ce que disent les gens quand ils veulent dire « donne-moi ton argent », mais faisons croire que c'est collaboratif. Je vais y réfléchir, maman. C'est juste que ton père aurait voulu qu'on soit pratique. Mon père. L'homme qui m'avait tout laissé spécifiquement, dans un testament mis à jour 18 mois avant sa mort, devant son notaire depuis 20 ans, aurait voulu que Vincent Planchon restructure 1,8 million €. Bien sûr, maman. J'ai raccroché et j'ai ajouté une nouvelle colonne à mon tableur Excel. Colonne E, schéma de comportement. Les annonces Le Bon Coin continuaient de me perturber. Pas sur le plan émotionnel. J'avais dépassé ce stade pour atteindre la partie la plus froide de mon cerveau, celle qui rapproche les lignes comptables et signale les écarts. Ce qui me dérangeait, c'est la tendance. 6 annonces, toutes sur une période de 3 semaines en février, juste après l'enterrement, tout en dessous du prix du marché. Vincent voulait vendre vite, il ne cherchait pas le juste prix. La scie Festool à elle seule valait 2400 € d'occasion.
Il l'avait mise à 1800 €. Les rabots Lie-Nielsen valaient 1200 €. Il les avait mis à 400 € le lot. Soit Vincent ne savait pas ce qu'il avait entre les mains. Plausible, l'homme avait un jour appelé un assemblage à Tenon et Mortaise un truc pour encastrer le bois devant mon père, et j'avais cru que Laurent allait faire un anévrisme, soit il voulait juste du liquide rapidement. Étant donné que Planchon Carrelage et Pierre avaient 341 000 € de dettes, 2 défauts de remboursement sur des prêts BPI France, et une page sur Signal Conso qui ressemblait à un avertissement sanitaire, je penchais pour le besoin de liquide rapide. J'ai appelé Claude. Est-ce que Vincent a déjà demandé l'autorisation à papa pour prendre ses outils? Long silence. Claude communique principalement par silence. Un court silence signifie qu'il réfléchit. Un long silence signifie qu'il essaie de dire quelque chose de diplomatique sur quelqu'un qu'il n'aime pas, ce qui demande beaucoup de puissance de calcul. Il a demandé à emprunter la scie sur table en octobre dernier. Il a dit qu'il en avait besoin pour un chantier. Emprunter. C'était le mot qu'il avait utilisé. Et la scie à ruban, les rabots à main, la défonceuse, la perceuse, les ciseaux à bois. Cela n'avait pas été mentionné. Donc Vincent avait emprunté un outil et s'était servi de 6 autres. L'homme avait traité l'atelier de mon père comme un buffet à volonté, il a pris ce qu'il voulait, est revenu se resservir, et n'a pas laissé de pourboire. J'ai croisé les dépenses Castorama de la carte Visa avec les dates des factures de l'entreprise de Vincent, qui, et c'est le genre de choses qui arrivent quand on est marié à un homme qui pense que l'archivage est facultatif, était publiquement consultable sur le registre du tribunal de commerce. 3 des 4 dépenses Castorama correspondaient aux dates où Vincent avait des chantiers actifs en cours. Il n'achetait pas de matériel pour la maison de Laurent. Il achetait des fournitures pour ses propres chantiers et les facturait sur la carte de crédit d'un mourant. J'ai sauvegardé les extraits du registre des entreprises. Onglet 3 de mon tableur. Un jour, j'ai pleuré pour des agios de 749 € lors de mon divorce. J'avais 13 € sur mon compte courant, j'ai acheté un sandwich qui m'a mise à découvert, et la banque m'a facturé 749 € pour le privilège d'être fauchée. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de la Banque Populaire et j'ai pleuré pendant 10 minutes. Alors comprenez-moi bien, je sais ce que c'est de compter chaque centime. Je sais ce qu'est le désespoir financier. Mais il y a un gouffre entre être fauché et être un voleur. Être fauché est une situation. Voler un homme mourant d'un cancer du pancréas, c'est un trait de caractère. Cette même semaine, Karine et moi avons déjeuné à la cafétéria du CHU. Celle avec le bar à salade qui est très optimiste sur ce qui constitue un produit frais. Et je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Elle a posé sa fourchette. Combien au total? Les dépenses de carte de crédit s'élèvent à 12 400 €. La valeur de remplacement des outils, c'est environ 14 800 € de plus. Ça fait plus de 27 000 € d'actifs qu'il a soit volés, soit dépensés sans autorisation. Et ta mère appelle ça une restructuration. Karine a repris sa fourchette et l'a pointée vers moi. Ambre, tu as 45 ans. Tu ne dois pas un seul centime à cette femme. Ton père t'a laissé son argent à toi, pas à elle, ni à son mari, ni à son entreprise de carrelage qui, d'ailleurs, a 2,4 étoiles sur Google. J'ai vérifié. Tu as vérifié ses avis Google? Je vérifie les avis de tout le monde. Ça s'appelle faire preuve de diligence. Elle n'avait tort sur rien. Mais savoir que je ne leur devais rien, et savoir comment protéger 1,8 million € d'une femme qui m'a élevée et d'un homme qui a déjà prouvé qu'il volerait depuis un lit de soins palliatifs. Ce sont 2 problèmes très différents. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée au lit à faire des calculs. Pas parce que j'en avais besoin. J'avais le tableur, les captures d'écran, les relevés bancaires. Je suis restée là à faire des calculs parce que c'est ce que je fais quand j'ai peur. Certains prient, d'autres mangent, moi je calcule. Mon ex-mari m'a dit un jour que j'étais émotionnellement indisponible pendant notre mariage. Je lui ai répondu que j'étais émotionnellement disponible à des heures programmées, mais qu'il ratait toujours le créneau. Nous sommes divorcés aujourd'hui. Vous l'aviez probablement deviné. Au matin, je savais 3 choses. 1.
L'argent m'appartenait légalement et moralement. 2. Laurence et Vincent allaient essayer de s'en emparer, et ils utiliseraient la culpabilité, Chloé, les obligations familiales, et n'importe quel avocat qu'ils pourraient se payer, ce qui, vu les finances de Vincent, ne serait pas un grand ténor. 3. Dire non lors d'une réunion ne suffirait pas. Laurence était le genre de femme qui entendait non et programmait simplement une autre réunion. Il me fallait un mur, pas un argumentaire. Un mur. Quelque chose de légal, de permanent, immunisé contre le chantage affectif, les larmes, ou un type dans un amarok de location m'expliquant pourquoi il méritait 300 000 € de l'argent de mon père pour une boîte de carrelage incapable de passer une vérification de solvabilité. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro que Maître Morel m'avait donné la semaine précédente, une avocate spécialisée en gestion de patrimoine nommée Maître Geneviève Tréant, du cabinet Tréant et Perrin, rue de la République en centre-ville de Lyon. La réceptionniste m'a passé. Geneviève a répondu à la deuxième sonnerie. Madame Dubois. Didier m'a dit que vous m'appelleriez. Dites-moi ce que vous protégez, et de qui. Je l'ai tout de suite aimé. Le bureau de Geneviève Tréant était au 4e étage d'un immeuble de la rue de la République qui contenait plus de marbre dans son hall que Vincent n'en avait posé dans toute sa carrière. Elle avait 52 ans, les cheveux gris courts, des lunettes de lecture sur une chaîne, et le genre de poignée de main qui suggérait qu'elle n'avait jamais perdu une dispute, que ce soit à un dîner de famille ou ailleurs. Elle expliquait les mécanismes patrimoniaux comme un mécanicien explique une boîte de vitesse. Sans sentiment, juste des pièces. Une fiducie irrévocable, ou un fonds de dotation fermé, a-t-elle dit, signifie que vous transférez les actifs hors de votre nom propre pour les placer dans l'entité. Une fois qu'elle est financée, ces actifs ne sont plus à vous pour être donnés, même si vous le vouliez. Ils sont gérés conformément aux documents de création. Vous êtes la bénéficiaire et le fiduciaire, qui sera un mandataire que je vous recommanderai, distribue l'argent selon les conditions que vous aurez fixées. Donc, si quelqu'un me demande de l'argent, je pourrais dire j'adorerais vous aider, mais je ne peux littéralement pas. Et ce serait vrai. Ce ne serait pas un choix. Ce serait un fait juridique. J'ai assimilé ça une seconde. L'élégance de la chose. Pas un mur fait d'arguments ou d'émotions. Un mur fait de paperasse. Mon père aurait apprécié. L'homme classait tous ses reçus depuis 1991. Qu'en est-il d'une contestation du testament, ai-je demandé. Ma mère a été mariée à mon père pendant 13 ans avant leur divorce. Elle n'est pas dans le testament, et la loi française n'accorde pas de droit de succession automatique aux ex-conjoints. Si elle conteste, elle devrait prouver un abus de faiblesse, une incapacité ou une fraude au moment de la rédaction du testament. Didier m'a dit que votre père a mis à jour son testament en 2022, en pleine possession de ses moyens, et devant notaire. C'est exact. Alors une contestation serait coûteuse pour elle, lente pour tout le monde, et presque certainement vouée à l'échec. Mais presque certainement n'est pas synonyme d'impossible. Et la procédure peut prendre 12 à 18 mois pour aboutir. Pendant ce temps, les actifs sont gelés. Personne ne touche rien. Voilà. La chose à laquelle je n'avais pas pensé. Attendez, je dois revenir en arrière. J'ai oublié de mentionner un détail de ma première réunion avec Maître Morel après les funérailles. C'est important. Quand Didier m'a détaillé la succession, l'assurance vie AXA de 742 000 €, le père Crédit Agricole de 618 300 €, le produit de la vente de la maison de 389 100 €, l'épargne de 51 200 €, il avait dit quelque chose que j'avais rangé dans un coin de ma tête sans le traiter complètement. Il avait dit, ton père voulait que ce soit simple. Il a structuré ça pour que ce soit simple. Mais simple ne veut pas dire à l'abri. Je n'avais pas compris ça jusqu'à ce que Geneviève m'explique tout. Simple, ça voulait dire un testament clair. À l'abri, ça voulait dire une structure qui ne pouvait pas être contestée, retardée, gelée, ou dissoute par la culpabilité. Et c'était deux choses très différentes. Mon plan initial, me présenter à la réunion, dire que le testament dit que c'est à moi et que la réponse est non, était la version simple. Et c'était la version qui pouvait s'empêtrer dans une contestation judiciaire de 18 mois si Laurence engageait un avocat à peu près compétent.
Je n'avais pas besoin d'être en colère. La colère coûte cher. J'avais besoin d'être précise. À quelle vitesse pouvons-nous mettre cela en place, ai-je demandé. Geneviève a sorti un calendrier. Il me faudra 5 jours ouvrés pour les documents, puis les transferts. Combien de comptes? 4. L'assurance AXA, le PER Crédit Agricole, l'épargne Banque Populaire, et le produit de la vente de la maison sur compte séquestre. 4 transferts. Certains prennent 3 jours, d'autres 5. Les banques sont des banques. Si vous voulez que tout soit provisionné avant cette réunion de famille du 24 avril. Elle a compté à rebours. Ça nous laisse 19 jours. C'est serré. Les transferts de pair peuvent être lents. Les dépositaires aiment traîner des pieds. Je vais faire pression, mais je ne peux pas promettre que chaque euro sera transféré d'ici le 23. Quels sont vos honoraires? 4 500 €. J'ai signé le chèque. Pour une femme qui avait pleuré pour 749 €, faire un chèque de 4 500 € donnait l'impression de sauter du grand plongeoir. Mais certaines choses valent la peine de faire des vagues. La semaine suivante, le bureau de Geneviève est allé vite. Le document faisait 15 pages. J'ai lu chaque mot, chaque clause, chaque sous-clause, chaque ci-après dénommé. Quand on construit un mur entre son héritage et un homme qui a volé des rabots dans le garage d'un mourant, on ne survole pas les plans. J'ai signé le lundi 15 avril. Geneviève a authentifié l'acte, l'a déposé et a lancé le processus de transfert. Premier transfert, le PER Crédit Agricole plus l'épargne Banque Populaire, soit 669 500 € au total. Initié le 18 avril. Deuxième transfert, le produit de la vente de la maison depuis le compte séquestre. 389 100 €. Initié le 22 avril. Troisième et dernier transfert, le versement de l'assurance vie AXA. 742 000 €. C'était le gros morceau, celui qui permettrait à la fiducie de franchir la ligne d'arrivée. Objectif, provisionner le soir du 23 avril, un jour avant la réunion. 19 jours. 4 comptes. 1 800 600 €. Je ne suis pas une joueuse. Je ne joue pas aux machines à sous. Je n'achète pas de tickets à gratter. Mais je misais tout sur un calendrier avec une marge d'erreur quasi nulle. Et l'enjeu était le travail de toute la vie de mon père. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait. J'ai ouvert mon fichier Excel, ajouté un nouvel onglet, calendrier de financement, et j'ai appliqué un code couleur au transfert selon leur statut. Vert, confirmé. Jaune, en attente. Rouge, pas encore initié. Tout était jaune. Je ne fonctionne pas à l'intuition. Je fonctionne avec des documents. Le 18 avril, le premier transfert, PER et épargne bancaire, 669 500 € cumulés, est passé sans problème. J'ai regardé l'email de confirmation atterrir dans ma boîte de réception à 16h12 et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Pas du soulagement exactement, plutôt cette sensation qu'on a quand on monte un meuble IKEA et qu'on réalise qu'il ne reste aucune vie sans trop. Un optimisme prudent. J'ai mis à jour le tableur. Une case est devenue verte. 2 autres étaient encore jaunes. Le 22 avril, le produit de la vente de la maison. Les 389 100 € du compte séquestre ont été transférés dans les temps. Deuxième email de confirmation. Deuxième case verte. Il en restait un. Le plus gros. Les 742 000 € d'AXA. Le transfert avait été initié le 21. Le cabinet de Geneviève avait dit que ça prendrait 48 à 72 heures. Ça situait la fenêtre d'arrivée entre le 23 et le 24 avril. La réunion était le 24 avril à 10 heures. Il fallait que cet argent soit sécurisé avant le 23. Pas le 24, pas le matin même. La veille au soir. Parce que si Laurence entrait dans le bureau de Didier et que tout n'était pas entièrement bloqué, ce serait un mur avec un trou dedans. Et un mur avec un trou n'est qu'une simple suggestion. 23 avril. J'ai vérifié mes emails à 6 heures du matin. Rien.
Encore à 7 heures. Rien. J'ai conduit jusqu'au travail, je suis restée assise dans le parking du CHU pendant 4 minutes à rafraîchir mon téléphone. Puis je suis entrée et j'ai rapproché des bons de commande pour des gants chirurgicaux avec la concentration d'une femme dont le cerveau était à 2 autres endroits, et aucun d'eux n'impliquait des gants chirurgicaux. À 11h14, Geneviève a appelé. Nous avons un problème. 4 mots. 4 mots qui contenaient plus de cortisol qu'un double expresso et un accident de voiture combiné. Mon assistante a saisi un mauvais numéro de compte sur l'autorisation de transfert AXA. Un seul chiffre. La banque a bloqué l'opération et l'a renvoyée pour retraitement. Je me suis assise. Pas parce que je l'avais décidé. Ma chaise se trouvait là et mes jambes ont pris une décision sans me consulter. Combien de temps pour retraiter? Le délai standard est de 48 heures. La réunion est demain à 10 heures. Je sais, Geneviève. Je sais, Ambre. Silence. Le genre de silence où deux femmes qui gèrent des détails calculent les mêmes mathématiques impossibles. J'ai un contact à la Banque Populaire, le responsable des opérations, a dit Geneviève. Si je peux soumettre la correction avant midi, il y a une chance, pas une garantie, une chance qu'il puisse forcer le retraitement dans la journée moyennant des frais de virement express. À combien s'élèvent ces frais? 45 euros. 45 euros. Les 742 000 euros de mon père étaient bloqués par un chiffre erroné et des frais de virement de 45 euros. Il y a une métaphore là-dedans quelque part, mais j'étais trop paniquée pour la trouver. Faites-le. Je suis déjà en ligne avec eux. Je vous rappelle. J'ai raccroché et fixé l'écran de mon ordinateur. Bon de commande numéro 4417. 800 boîtes de gants d'examen en nitrile. Taille monsieur, je m'en serais royalement moqué même si on m'avait payé pour m'en soucier. Mais j'ai validé la commande. Parce que c'est ce que je fais. Je fonctionne. Fonctionner est mon langage de l'amour. À 14h30, Karine m'a trouvé dans la salle de pause, en train de dévisager un distributeur automatique comme s'il me devait de l'argent. On dirait que tu es sur le point de négocier avec cette barre Mars. Le transfert a été bloqué. Mauvais numéro de compte. Un chiffre. Un chiffre. Un chiffre. Et la réunion est demain. Karine a traité l'information de la façon dont elle traite tout, avec tout son visage. Ses sourcils ont fait un mouvement que je ne peux décrire que comme de l'architecture. Y a-t-il une solution? Geneviève y travaille. Son contact à la banque pourrait accélérer la chose. Pourrait. Karine nous a acheté 2 cafés à la machine. C'était affreux. Le café des distributeurs d'hôpitaux a le goût de ce qu'un robot ferait si on lui avait décrit le concept de café. On l'a bu quand même. À 18h47, j'étais chez moi, assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur ouvert sur mon tableau Excel, quand mon téléphone a sonné. Pas Geneviève. Chloé. Ambre. Elle pleurait. Pas des larmes douces. Le genre de larmes saccadées, avec des hoquets, qui arrivent quand vous avez 22 ans et que quelqu'un que vous aimez vous dit quelque chose de terrible sur quelqu'un d'autre que vous aimez. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Maman dit que tu nous voles. Mon estomac s'est noué. Pas métaphoriquement. Je l'ai senti physiquement, comme quand on rate une marche dans l'escalier. Elle dit que l'argent de papy devait aider toute la famille et que tu le caches. Elle dit que mon école. Chloé, arrête. Respire. Elle a essayé. C'était tremblant. Tes frais de scolarité sont assurés. Je te le promets. Je te l'ai toujours promis. Et je n'ai jamais rompu une promesse, n'est-ce pas? Point non. Alors crois-moi maintenant. Tes 28 400 € pour l'année prochaine sont gérés. Je les ai déjà mis de côté. Mais maman a dit. Je sais ce que maman a dit. Je t'aime et j'aime maman, mais je ne peux pas tout expliquer pour le moment. Je le ferai après-demain. Est-ce que tu peux me faire confiance jusque-là? Silence, reniflement, puis, d'accord. D'accord. Ambre. Oui. Je suis désolée. Tu n'as pas à être désolée.
J'ai raccroché et je suis restée assise là. Juste assise. Il était 19h03 un mardi soir d'avril, mon père était mort depuis 76 jours, et ma mère avait utilisé ma sœur de 22 ans comme arme contre moi pour obtenir l'argent qu'un homme mourant avait spécifiquement, délibérément et légalement laissé à sa seule fille biologique. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert le tableur. J'ai vérifié l'onglet du calendrier. J'ai rafraîchi mes emails. Rien de Geneviève. J'ai rafraîchi à nouveau à 19h30, à 20h15, à 20h44, à 21h02, à 21h19. Je rafraîchissais ma boîte de réception de la même façon qu'un rat de laboratoire appuie sur un levier, à la différence que le rat obtient au moins une croquette de temps en temps. 21h47. 2. Maître Geneviève Tréant. Objet, confirmation de transfert. Versement AXA. Virement confirmé. 742 000 € reçus par le centre de traitement de la Banque Populaire à 21h31. Compte crédité. Solde total, 1 800 600 €. Fiducie irrévocable de Ambre Dubois intégralement financé. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur. Puis je l'ai rouvert et je l'ai relu parce qu'apparemment, il m'en fallait une 4e. 1 800 600 €. Bloqué. Irrévocable. C'était fait. La réunion était dans 12 heures. Je me suis fait une tisane à la camomille. Je me suis brûlé la langue parce que je l'ai bu trop vite, une mauvaise habitude de 30 ans que je refuse de corriger. Puis je suis allé me coucher et j'ai fixé le plafond pendant 2 heures, repassant la réunion du lendemain dans ma tête comme un joueur d'échecs passant en revue ses ouvertures. Je n'ai pas dormi, mais j'étais prête. 24 avril, mercredi. Je me suis réveillée à 5h40, ce qui n'est techniquement se réveiller que si l'on considère que rester allongé les yeux ouverts depuis 3 heures du matin compte comme dormir. J'ai pris une douche. J'ai mis un blazer gris et un pantalon noir. Ce que Karine appelle ma tenue, j'ai un tableau Excel et je n'hésiterai pas à m'en servir. J'ai mangé une demi-tranche de pain grillé parce que mon estomac tenait sa propre réunion interne et avait voté contre la nourriture. J'ai conduit jusqu'au bureau de Didier sur l'avenue Berthelot. À 9h35, il y avait 3 voitures sur le parking. Une Citroën C5, un homme d'une 50aine d'années conduisant une C5 et soit avocat soit diacre, et Didier était les deux, ma Peugeot 3008 cabossée, et une Renault Clio blanche qui appartenait à Patricia, la secrétaire de Didier, qui travaille là depuis 23 ans et dont la coupelle à bonbons sur le bureau de la réception n'a jamais rien contenu d'autre que des Werther's originales. J'ai vérifié. 23 ans de caramel. C'est du dévouement. Didier m'a rejointe dans le couloir. Prête? Oui. Geneviève est prête à intervenir par téléphone si on a besoin d'elle. Touche numéro 2 de mon répertoire. Il a hoché la tête. Didier n'est pas un homme qui gaspille ses mots ou ses expressions faciales. Il m'a regardé de la même façon qu'un chirurgien regarde un patient juste avant l'opération. Calme, stable, avec déjà 3 coups d'avance dans sa tête. Votre mère a appelé mon bureau hier, a-t-il dit. Elle a posé des questions sur les dispositions du testament concernant la répartition équitable. Il n'y a pas de disposition concernant une répartition équitable. Papa m'a tout laissé. C'est ce que je lui ai dit. Comment l'a-t-elle pris? Elle a demandé si je pouvais approfondir la question. Je lui ai dit que le testament était finalisé et enregistré. Et puis elle a demandé une copie. J'ai dit qu'elle pourrait le consulter lors de la réunion de demain. Les gens sous-estiment une femme silencieuse avec un tableau Excel. C'est leur problème. Mais ils sous-estiment aussi un notaire silencieux avec une C5 et une coupelle de caramel. Didier Morel gérait les affaires légales de Laurent Dubois depuis 2 décennies. Il savait exactement ce qui allait franchir cette porte à 10 heures et il l'avait vu 100 fois. Une seconde épouse et son partenaire arrivant avec des attentes qui dépassaient leurs droits légaux d'environ 100%. À 9h58, un Volkswagen Amarok de location flambant neuf s'est garé. Vincent au volant. Laurence sur le siège passager, en train de remettre du rouge à lèvres dans le miroir du pare-soleil. Et sur la banquette arrière.
Mon estomac s'est serré. Chloé. Ils avaient amené Chloé. Bien sûr que oui. Chloé était leur police d'assurance émotionnelle, le support visuel, la jeune femme de 22 ans présente dans la pièce pour donner l'impression que l'avenir d'un enfant était en jeu à chaque discussion financière. Ce qui était le cas. Mais pas de la manière dont Laurence voulait le faire croire. Puis une quatrième voiture s'est garée, une Peugeot 508 de quelques années avec un autocollant d'une conférence juridique à Annecy. En est sorti un homme en costume beige, portant un porte-documents en cuir. Maître Christophe Roux, avocat à Givors. Je ne l'avais jamais rencontré. Il avait l'air d'un homme à qui l'on avait promis que ce serait simple. Ce ne serait pas simple. Ils sont entrés dans la salle de conférence. Laurence, blazer crème, sourire chaleureux, un parfum que je pouvais sentir à 2 mètres. Vincent, polo rentré dans le pantalon, la ceinture luttant pour sa survie, son après-rasage rivalisant avec le parfum de Laurence dans une bataille que personne n'avait demandé. Maître Roux, poignée de main ferme, a ouvert son porte-documents avant même de s'asseoir, son stylo déjà débouché. Chloé s'est assise sur la chaise dans le coin, près de la fenêtre avec le coussin décoloré. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Elle a articulé un « salut » silencieux. Je lui ai répondu de la même façon. Et quelque chose dans cet échange, 2 femmes dans une pièce pleine de gens avec des arrière-pensées se disant juste « salut » a failli m'atteindre. Failli. Didier s'est assis en bout de table. Il avait le testament, le résumé de la succession et un bloc-notes. Moi, j'avais mon téléphone, mon dossier et un visage que je répétais depuis 5h40 du matin. Merci à tous d'être venus, a déclaré Didier. Il n'a pas regardé Maître Roux. Il n'a pas fait remarquer qu'amener son propre avocat à une lecture de testament équivaut à peu près à amener son propre arbitre à un match de foot de quartier. Il a simplement poursuivi. Laurent Dubois a rédigé son testament le 14 septembre 2022, en pleine capacité de ses moyens, en présence de 2 témoins et d'un notaire. Le testament est sans équivoque. Il a lu la section concernée. Je ne vous donnerai pas le jargon juridique car cela vous endormirait, et cette histoire est trop bonne pour piquer du nez. Le résumé, tout, assurance, compte retraite, épargne, produit de la vente de la maison, allait à Ambre Dubois. Aucun autre bénéficiaire. Aucune disposition pour Laurence, Vincent ou Chloé. Mon père avait été précis. Mon père avait été délibéré. Mon père avait été Laurent. Laurence n'a pas scié. Elle s'y attendait. C'était la partie pour laquelle elle avait déjà un plan. Didier, a-t-elle dit, de cette voix chaleureuse et mesurée qu'elle utilise quand elle veut quelque chose et qu'elle a décidé que la douceur était le chemin le plus court. Nous vous remercions d'avoir lu le testament, et bien sûr nous respectons les souhaits de Laurent, mais je pense qu'il y a de la place pour une discussion sur ce qui est juste pour toute la famille. Vincent s'est penché en avant. Écoutez, j'ai des idées sur la façon dont cet argent pourrait être plus fructueux. Je suis dans les affaires depuis 20 ans. 19, ai-je corrigé. Quoi? Ton entreprise a été immatriculée en 2005. Ça fait 19 ans. Petite correction, mais j'aime corriger. Et voir Vincent recalculer la chronologie de sa propre carrière en temps réel a été un plaisir que je n'avais pas budgétisé, mais que j'ai profondément savouré. Maître Roux s'est raclé la gorge. Madame Dubois, mes clients espéraient discuter d'une restructuration potentielle des actifs de la succession, plus précisément d'une répartition qui tiendrait compte des besoins financiers plus larges de la famille. Nous avons préparé une proposition. Il a fait glisser une chemise cartonnée sur la table. Je ne l'ai pas ouverte. Que contient cette proposition, a demandé Didier. Maître Roux a résumé. Vincent demandait 300 000 € comme investissement commercial, son terme, pour recapitaliser Planchon Carrelage et Pierre, qu'il décrivait comme une opportunité de croissance sur le marché de la rénovation en Rhône-Alpes. Laurence demandait 200 000 € comme allocation de sécurité, son terme, pour sa retraite et ses frais de subsistance. Et la poursuite de la scolarité de Chloé, soit 28 400 €, était mentionnée comme une ligne budgétaire distincte. Ce que j'ai trouvé intéressant,
car cela positionnait les études de Chloé comme une monnaie d'échange plutôt que comme quelque chose qu'Ambre avait peut-être déjà pris en charge. Montant total demandé, 528 400 €. J'ai fait le calcul sans cligner des yeux. 528 400 € sur 1 800 600 €. 29% du patrimoine de mon père pour une femme qu'il avait quittée 31 ans plus tôt, un homme qu'il avait volé sur son lit de mort, et des frais de scolarité que je m'étais déjà engagé à payer. J'ai regardé le dossier sur la table. J'ai regardé Laurence. J'ai regardé Vincent. Puis j'ai dit, je ne peux pas vous donner cet argent. Le sourire de Laurence s'est crispé. Ambre, je ne dis pas. Je ne dis pas que je ne veux pas. Je dis que je ne peux pas légalement. La pièce s'est figée. Pas silencieuse. Figée. Il y a une différence. Le silence, c'est l'absence de bruit. Être figé, c'est l'absence de tout, y compris de la confiance des 4 personnes assises en face de moi qui étaient entrées ici en pensant qu'il s'agissait d'une négociation. Comment ça, légalement, a demandé Maître Roux. La première chose intelligente qu'il ait dite de la matinée. La totalité de la succession, ai-je répondu, a été transférée dans une fiducie irrévocable la nuit dernière. J'ai laissé le mot atterrir. Irrévocable. C'est un beau mot si on y pense. La plupart des termes juridiques sont rébarbatifs. Irrévocable a du poids. Il sonne exactement comme ce qu'il signifie. Une porte qui ne s'ouvre plus. Didier l'a confirmé. Il a lu les détails pertinents. Structure établie. Actifs transférés. Fiduciaire nommé. Conditions verrouillées. Il parlait de ce ton plat et monocorde d'un homme qui lirait la météo d'une autre ville. Le stylo de Maître Roux s'est arrêté. Vincent a regardé Laurence. Laurence m'a regardé, et pendant environ 4 secondes, personne dans cette salle de conférence n'a su quoi faire de ses mains. Quant à tu, a commencé Laurence. Le mécanisme a été établi le 15 avril, financé par étapes au cours des 8 jours suivants, et intégralement validé à 21h47 la nuit dernière. Donc tu savais. Tu savais qu'on venait à cette réunion et tu. Je savais que tu voulais restructurer mon héritage. Oui. Tu me l'as dit au téléphone. Tu as utilisé ce mot exact. Didier. Est-ce que c'est légal ? Laurence s'est tournée vers lui comme s'il était un arbitre qui pourrait siffler une faute. Un individu a parfaitement le droit d'établir un fonds ou une fiducie avec les actifs dont il hérite, a déclaré Didier. Le testament a été exécuté. Les actifs ont été distribués conformément au testament. Ce que Madame Dubois fait de ses propres actifs est sa propre prérogative légale. Maître Roux s'est penché et a chuchoté quelque chose à Vincent. Vincent a secoué la tête. Roux a de nouveau chuchoté. Le cou de Vincent a pris une teinte de rouge que je n'avais vue jusqu'ici que sur les étiquettes de solde chez Carrefour. Ce montage peut-il être contesté ? A demandé Roux. J'ai pris mon téléphone et appuyé sur la touche 2. Haut-parleur. Geneviève Tréant. Geneviève, c'est Ambre. Je suis à la réunion. Maître Roux veut savoir si la fiducie peut être contestée. La voix de Geneviève a rempli la pièce avec l'autorité calme d'une femme qui facture 400 € de l'heure et qui mérite chaque centime. Une fiducie irrévocable dûment établie et provisionnée ne peut être modifiée ou révoquée ni par le constituant, ni par un tiers. Toute contestation exigerait la preuve d'une fraude, d'une contrainte ou d'une incapacité au moment de sa création. Madame Dubois a signé les documents volontairement, en pleine possession de ses moyens, en présence d'un officier public. Je serais ravi d'accueillir toute contestation judiciaire, Maître Roux. J'ai un emploi du temps très léger en mai. J'adore Geneviève Tréant. Je veux que ce soit acté. Silence. Maître Roux a rebouché son stylo. Il y a quelque chose dans le fait de voir un avocat reboucher son stylo qui en dit plus que n'importe quelle phrase. Un stylo rebouché, c'est un drapeau blanc en costume. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon dossier. Pas la chemise cartonnée que Roux avait fait glisser sur la table. Mon dossier. Celui que j'avais apporté de la maison.
Celui avec l'onglet jaune intitulé « Schéma de comportement ». J'ai posé les relevés de la carte Visa sur la table. Les 5 mois. De septembre 2023 à janvier 2024. Ce sont les relevés de carte de crédit de mon père, ai-je dit. Pendant les 5 derniers mois de sa vie, alors qu'il était en soins palliatifs à domicile pour un cancer du pancréas, quelqu'un a débité 12 400 € sur sa carte. 4 200 € au Castorama de Givors. 1 900 € chez Terre et Eau. 2 800 € dans des restaurants. 3 500 € chez des fournisseurs de matériaux qui correspondent à ceux listés sur les factures de Planchon Carrelage et Pierre. J'ai mis le reçu de Terre et Eau sur le dessus. Le 17 novembre. 11 jours avant la mort de mon père. 1 900 € chez Terre et Eau, ai-je dit. Pendant que mon père était sous perfusion de morphine. Vincent a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. J'avais déjà vu cet homme parler sans s'arrêter pendant 45 minutes des « tendances de carrelage de crédence » lors d'un repas de famille où personne ne l'avait invité. Et là, au seul moment où la parole aurait pu le sauver, sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson à qui on venait de montrer un tableau Excel. J'ai aussi 6 annonces Le Bon Coin, ai-je poursuivi. Publié par Vincent Planchon. La scie sur table festoule de mon père. Sa scie à ruban Lurem. Sa défonceuse Bosch. Ses rabots Lie-Nielsen. Sa perceuse à colonne. Et une boîte de ciseaux à bois Narex. Valeur de remplacement, 14 800 €. Tous vendus dans les 3 semaines suivant les funérailles de mon père. J'ai posé les captures d'écran sur la table. La mention comme neuf. L'emoji clin d'œil. La photo de profil de Vincent souriant à côté de l'annonce des outils d'un mort. La scie sur table seule valait 3 200 € neuve, ai-je dit. Tu l'as mise à 1 800 €. Tu as liquidé l'atelier d'un mort à perte parce que tu n'as même pas pris la peine de savoir ce que tu volais. Ce visage. Celui que j'ai décrit au début de l'histoire. Le visage de Laurence perdant ses couleurs. Le sourire s'évaporant comme une flaque d'eau en août. Il était là. Exactement au moment prévu. Maître Roux a fermé son porte-document. La mâchoire de Laurence était si serrée que je pouvais voir les muscles de ses tempes travailler. Vincent fixait le reçu de Terre et Eau comme s'il espérait qu'il prenne feu spontanément pour le sauver. Maintenant, ai-je dit. J'ai tout documenté. Les frais de carte bancaire, les ventes d'outils, les extraits du registre des entreprises montrant que Vincent utilisait la carte de mon père pour financer ses propres chantiers. J'ai partagé des copies de ces documents avec mon avocate, et elle est prête à les transmettre au procureur de la République de Lyon si nécessaire. Je n'ai encore déposé aucune plainte. Je ne suis pas sûre de le faire. Mais je veux que vous sachiez, vous tous, que la paperasse existe. Et qu'elle n'a pas de date de péremption. Cette dernière partie était pour Vincent. Parce qu'un homme qui vole sur la carte bancaire d'un mourant devrait probablement passer un peu de temps à se demander si cette décision va le rattraper. L'incertitude est une punition en soi. Cette partie me touche encore aujourd'hui. Chloé était assise dans le coin. Elle n'avait pas dit un mot. Elle regardait la table. Les relevés de cartes, les captures Le Bon Coin, les reçus. Son visage faisait ce que font les visages quand quelqu'un voit sa perception du monde se reconfigurer en temps réel. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas triste. Elle recalculait. C'est une fille brillante. Plus brillante que ce que méritent ses 2 parents. Vincent s'est levé. Sa chaise a raclé la moquette d'une manière qui entra la salle de conférence de Didier pendant des années. C'est. Tu déformes tout ça. J'ai aidé ton père. J'étais là quand tu n'y étais pas. Tu étais là à débiter sa carte de crédit au rayon pêche de Terre et Eau. J'étais là à lui tenir la main pendant qu'il mourait. Il n'a rien ajouté après ça. Il y a des phrases auxquelles on ne peut rien répondre. Elles atterrissent et elles restent. Maître Roux a pris son dossier. Laurence a attrapé son sac à main. Vincent se dirigeait déjà vers la porte. Laurence s'est arrêtée, s'est retournée, m'a regardé. Ton père aurait honte de toi. J'ai soutenu son regard. Mon père m'a tout laissé.
Je crois qu'on sait toutes les deux ce que ça signifie. Elle est partie. La porte n'a pas claqué. Elle s'est juste fermée doucement, ce qui était d'une certaine manière encore pire. Didier et moi sommes restés assis dans cette salle de conférence pendant encore 10 minutes. Aucun de nous n'a parlé au début. Patricia a apporté du café frais sans qu'on le lui demande, parce que Patricia travaille dans un cabinet d'avocats et de notaires depuis 23 ans et sait exactement quand une pièce a besoin de café et quand elle a besoin de silence. Elle a fourni les deux. Eh bien, a fini par dire Didier. Ça s'est passé à peu près comme Laurent s'y attendait. Il s'y attendait. Quand il a mis à jour son testament en 2022, il m'a dit, Laurence va essayer de s'en emparer. Pas tout de suite. Après ma mort. Assure-toi qu'Ambre soit prête, point. Mon père. L'homme qui planifiait tout. Qui archivait chaque reçu. Qui tenait un inventaire d'outils sur une feuille Excel plastifiée. Qui a regardé sa propre mort en face et s'est dit, je dois m'assurer que les comptes seront bons pour ma fille. J'ai conduit sur la 43 pour rentrer chez moi, les fenêtres baissées. Le mois d'avril dans la région, c'est la saison où tout fleurit. Les arbres le long de l'autoroute éclosaient en blanc et rose, et l'air sentait l'herbe coupée, l'asphalte chaud et quelque chose qui aurait pu être du magnolia, mais qui aurait aussi pu être le désodorisant suspendu à mon rétroviseur. C'était un sapin à 99 centimes acheté à la station Total de l'avenue Tony Garnier. Il était censé sentir la brise océane, mais il avait plutôt l'odeur d'une bougie qui aurait abandonné sa carrière. Je l'avais depuis janvier et je le gardais par loyauté, ce qui en dit probablement plus sur moi que n'importe quel psy ne le pourrait jamais. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, le silence a été assourdissant. Laurence n'a pas appelé, pas une seule fois. Vincent n'a pas appelé non plus, ce qui était la première fois en 11 ans que cet homme passait plus de 5 jours sans avoir besoin de quelque chose venant de quelqu'un. Il s'avère que la seule chose nécessaire pour empêcher un homme d'appeler, c'est de lui montrer ses propres tickets de carte de crédit devant une salle pleine d'avocats. Claude m'a dit que le reste s'était effondré rapidement. La sœur de Laurence, ma tante Delphine, qui prenait le parti de Laurence depuis des années, a cessé de répondre à ses appels après que Claude lui a raconté ce qui était ressorti de la réunion. Elle ne voulait pas connaître les détails, a dit Claude. Je les lui ai donnés quand même. 2 des cousins de Laurence, qui organisaient habituellement le grand repas de famille estival, ont discrètement retiré Laurence et Vincent de la liste des invités. Personne n'a fait d'annonce. Personne n'a fait de discours. Ils ont juste cessé d'être inclus. Comme on arrête d'arroser une plante qu'on a décidé de ne plus sauver. Vincent a perdu son dernier contrat en mai. Le propriétaire a tapé son nom sur Google après qu'une livraison de carrelage soit arrivée avec 3 semaines de retard, a trouvé la page Signal Conso, et a annulé. Planchon Carrelage et Pierre n'avaient plus de chantiers actifs en juin. Claude m'a appris que la Maroc de location était retournée chez le concessionnaire en juillet. Je ne sais pas ce qu'il conduit maintenant. Je n'ai pas besoin de le savoir. Plus de réunions de famille. Plus de conversations sur des restructurations. Plus de Vincent répondant au téléphone d'hommes morts ou vendant les outils d'hommes morts avec des émojis souriants. Juste ce silence très spécifique qui se produit quand les gens qui ne vous contactent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose réalisent enfin qu'il n'y a plus rien à prendre. Chloé m'a envoyé un SMS le soir même de la réunion. À 20h14. 3 mots, je te crois. J'ai fixé ce message pendant un long moment. 3 mots. Pas de ponctuation dramatique, pas d'émoji, pas un paragraphe. Juste 3 mots d'une jeune femme de 22 ans qui avait vu son beau-père se faire prendre, sa mère se faire déjouer, et qui avait choisi silencieusement de se ranger du côté de la personne qui avait les reçus. J'ai répondu, ton école est payée. Jusqu'au dernier centime. Je t'aime. Elle a emménagé avec une colocataire près du campus de l'université Grenoble-Alpes ce mois de juin-là. Désinscrite du forfait téléphonique de Laurence, retirée de l'assurance de Vincent. Indépendante. Elle vient à Lyon 1 fois par mois pour dîner. Nous allons à la brasserie Georges, le restaurant où mon père avait l'habitude de manger. Elle commande des quenelles de brochet. Je commande le plat du jour. Nous ne parlons pas de Laurence, à moins que Chloé n'aborde le sujet, ce qu'elle fait rarement.
Claude m'a appelé quelques semaines après la réunion. 14 mots, ce qui, pour Claude, équivalait à une conférence TED, j'ai entendu que ça s'est bien passé. Ça aurait bien fait rire ton père. Ce samedi-là, une journée chaude. En milieu de journée, je suis allée au garde-meubles où j'avais transféré les dernières affaires de Laurent depuis la maison de Saint-Priest. J'ai trouvé une boîte que je n'avais pas encore ouverte. À l'intérieur, son étiqueteuse, une boîte de cire d'abeille, et un mot de sa main sur un post-it jaune. C'était écrit, Ambre, étagère du haut, derrière les fraises de défonceuse. Je ne sais pas quand il l'a écrit, ni ce qu'il voulait dire, mais je l'ai gardé. Je l'ai collé sur mon frigo avec un aimant d'une pizzeria qui a fermé en 2019. Ce soir-là, je me suis assise sur ma terrasse avec une tasse de tisane à la camomille. Et pour une fois, je l'ai laissé refroidir avant de la boire. Les arbres de mon voisin étaient encore en fleurs. Quelque part au bout de la rue, quelqu'un faisait un barbecue. La fumée a dérivé par-dessus la clôture, s'est mélangée à l'air chaud, et pendant quelques minutes, tout avait l'odeur de l'été et de la bonne soirée de quelqu'un d'autre. Mon téléphone était à l'intérieur. Je ne l'ai pas vérifié. Je n'en avais pas besoin.